Je voudrais vous présenter le mécanisme des aurores polaires. Et pour comprendre les aurores polaires, j'ai appelé cette conférence la Terre lumineuse. Il faut d'abord comprendre comment est fait le Soleil. Le Soleil, à lui seul, c'est 99,97% de la masse du système solaire. Imaginez, ça veut dire que si vous prenez 10 kg de système solaire, 10 000 grammes, il y en a 9 997 dans le Soleil. Vous savez, quand vous plongez dans la piscine, si vous allez profond, ça fait mal aux oreilles parce que la pression de l'eau est élevée. Alors imaginez l'incroyable pression qui règne au centre du Soleil. Le Soleil est fait d'hydrogène. Et qu'est-ce que c'est que l'hydrogène? C'est l'atome le plus simple de l'univers, le plus abondant. Il est fait d'un noyau, on appelle le noyau un proton, et puis quelque part, à côté du noyau, il y a un électron. L'électron, c'est ce qui porte l'électricité dans nos fils électriques. Et le proton, il est aussi chargé électriquement. Ce n'est pas très important, c'est une autre forme d'électricité. Quand vous rapprochez deux aimants l'un de l'autre, si vous rapprochez les deux pôles plus ou les deux pôles moins, ils se repoussent. Les protons, c'est pareil. Ils sont chargés de la même façon électriquement, alors ils se repoussent. Mais au centre du Soleil, la pression est tellement élevée qu'ils s'imbriquent les uns dans les autres. Et ça, on appelle ça de la fusion nucléaire. Je vais faire une analogie. Imaginez que vous fassiez bouillir de la soupe dans une casserole sur une flamme dans la cuisine. La flamme, c'est une source d'énergie. Eh bien, au centre du Soleil, la source d'énergie, c'est la fusion nucléaire. Des millions et des millions d'atomes d'hydrogène, de protons, s'incrustent les uns dans les autres, et 4 protons s'incrustent pour faire un noyau d'hélium. Vous savez, c'est le gaz qu'on met dans les ballons des enfants. Seulement, les 4 protons initiaux, ils sont un tout petit peu plus lourds que l'hélium à la fin, que le noyau d'hélium. Et la différence de masse se transforme en énergie. C'est de l'énergie de fusion nucléaire. Et puis, l'énergie qui vient de la flamme, quand on fait bouillir la soupe, elle se transporte dans la casserole. La casserole, elle reste casserole, elle ne se déforme pas. C'est pareil dans le Soleil. Quand on s'écarte du Soleil, la pression n'est plus assez élevée pour imbriquer les protons les uns dans les autres, mais elle est encore tellement élevée que rien ne bouge. Alors l'énergie se diffuse à l'intérieur de cette zone vers l'extérieur du Soleil. Et puis quand on regarde la soupe qui bout, eh bien, il y a des grosses bulles de soupe qui vont se chauffer sur la casserole, qui montent et puis qui redescendent, qui font ce qu'on appelle de la convection. Eh bien, c'est pareil sur le Soleil. Quand on s'écarte du centre, la pression devient de plus en plus faible, alors il peut y avoir cette ébullition et on voit des grosses bulles d'hydrogène solaire qui montent à la surface et qui redescendent. Enfin, et c'est encore une analogie, quand on regarde la soupe, on voit qu'il y a une évaporation au-dessus. Eh bien, sur le Soleil, il y a aussi cette évaporation. Et cette évaporation, on l'appelle le vent solaire. Il est fait simplement de protons et d'électrons, il est électrisé. Sur le film qui a été pris par un satellite américain qui s'appelle SDO, on voit le Soleil qui tourne. Alors il tourne sur lui-même, puis on voit cette ébullition avec des bulles très brillantes qui sont très très blanches, c'est dans le code de couleur qu'on a adopté, et puis qui redescendent un peu plus sombres, et puis qui remontent très très chaudes, qui redescendent un tout petit peu plus froides. Elles montent typiquement à 500 km d'altitude, c'est pas très 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 élevé. Ça, c'est l'ébullition de la soupe solaire. Et de temps en temps, on voit sur le bord du Soleil, on le voit sur le bord, sur le fond noir du ciel, des grosses protubérances, des grosses flammes qui vont d'un côté à l'autre du Soleil. On les appelle des protubérances. Et ces flammes sont faites, elles aussi, de protons et d'électrons qui circulent comme ça d'un côté à l'autre du Soleil et qui peu à peu s'écartent du Soleil. De temps en temps, elles sont tellement pleines de protons et d'électrons qu'elles éclatent et elles explosent en libérant leurs protons et leurs électrons dans l'espace. On appelle ça une éruption solaire. Il y a à peu près un siècle, un astronome français qui s'appelle Liot a pensé qu'il en avait un peu marre d'attendre que la Lune passe devant le Soleil, on appelle ça une éclipse de Soleil, que la Lune passe devant le Soleil pour voir ce qu'il y a autour du Soleil. Autour du Soleil, on appelle ça la couronne solaire. Alors Liot s'est dit, c'est quand même assez simple, il suffit que je mette sur mon télescope une pastille au milieu qui simulera la Lune et puis qui cachera le Soleil. Bon, c'est un peu plus compliqué en réalité, mais on comprend vite le principe. On appelle ça un coronographe parce que ça permet de voir la couronne du Soleil. On a lancé plusieurs coronographes dans l'espace. Et sur le film suivant, je vous montre ce qu'a vu un des coronographes à bord d'un satellite américain et européen,
Le satellite s'appelle SOHO et le coronagraphe a été construit à Paris, il s'appelle LASCO. Donc au centre, on a ce cache qui est un cache numérique, mais ça n'a pas d'importance, c'est le principe. Et on voit ce vent solaire qui s'échappe en permanence avec des grosses bouffées, des grosses protubérances qui envoient plein de vent solaire dans l'espace, mais le vent solaire, il est permanent. En permanence, il y a de l'évaporation et de temps en temps, en plus, il y a des grosses bouffées de particules qui s'échappent du Soleil. Quand il y a beaucoup de bouffées de particules, on dit que le Soleil est actif. Et quand il n'y en a pas beaucoup, qu'il y a juste le vent solaire régulier, on dit qu'il est calme. Quand le Soleil est calme, le vent solaire arrive à proximité de la Terre à peu près à 370 km par seconde. C'est la moyenne. Des fois c'est 200, des fois c'est un peu plus. Quand le vent solaire vient d'une grosse éruption, d'une grosse éjection de particules de la couronne, qu'on appelle des éjections de masse coronale, alors le vent solaire peut atteindre 1000 km par seconde. Avant de continuer, j'ai besoin de vous expliquer qu'est-ce que c'est que le champ magnétique. Le champ magnétique, ça paraît très mystérieux et il y a plein de gens qui disent « Oh là là, je vais faire plein de choses avec du magnétisme », c'est pas très mystérieux. Le champ magnétique, c'est l'effet à distance d'électricité qui bouge. Le champ électrique, vous en avez l'habitude, parce que quand il y a de l'orage, il y a de l'électricité qui tapisse la base du sol, il y a aussi de l'électricité qui tapisse la base des nuages. Les nuages, ils ne vont pas très vite, hein. Je vous ai parlé de 370 km par seconde dans le vent solaire. Les nuages, ils vont à quelques kilomètres à l'heure, ça va, c'est comme s'ils ne bougeaient pas, hein. Et vous êtes entre. Et vous ressentez le champ électrique, et les gens qui ont des cheveux, pas moi, les cheveux, ils se dressent sur la tête. Voilà, on a l'habitude des effets du champ électrique. Si le tas d'électricité, il se met à bouger devant vous, alors, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire, hein, un tas d'électricité, mais c'est juste dans sa tête qu'on imagine ça, alors il y a un effet supplémentaire qui se crée qu'on appelle un champ magnétique. Il faut que l'électricité bouge. Et hop, l'aiguille de la boussole se dévie. Imaginez sur le Soleil que des protons se mettent à tourner à cause de la dynamique du Soleil, de l'ébullition. Alors ils vont créer un champ magnétique et tous les protons vont se mettre à tourner dans le même sens et additionner leur champ magnétique et ça va faire une grosse spirale de courant, comme on le voit sur ce film. Et parfois, cette spirale s'élève du Soleil, crée une protubérance qui peut éventuellement créer une éruption solaire. Sur le film suivant, on voit le Soleil qui tourne. Alors maintenant, vous avez l'habitude, c'est plein d'électricité qui bouge à la surface du Soleil, plein d'ébullition. Et on voit qu'il y a des endroits où il y a plein de spirales qui se créent, plein d'éruptions solaires, et puis des endroits beaucoup plus calmes sur le Soleil. Alors, quand on parle d'activité solaire, le plus souvent, les gens qui connaissent un petit peu pensent aux taches solaires. Imaginez, quand il y a beaucoup de monde dans le train, dans le tramway, dans le bus, les gens ils se cognent et la température elle monte. La température, c'est l'effet de collision en vérité. Si tout le monde va dans le même sens, il y a moins de collisions et la température diminue. Sur le Soleil, c'est la même chose. Quand il y a beaucoup d'ébullition, alors il y a plein de collisions et la température à la surface du Soleil est de l'ordre de 6000 degrés. Mais si les protons se mettent à aller tous dans le même sens, il y a évidemment moins de collisions, alors la température baisse jusqu'à à peu près 4000 degrés. Évidemment, quand on regarde le Soleil, 4000 degrés, ça paraît plus sombre que 6000 degrés. Alors on a appelé ça, depuis le début du XVIIe siècle, des taches solaires. On ne savait pas au XVIIe siècle ce que c'était, hein. On appelle ça des taches solaires. Sur cette animation, sur ce film du Soleil, qui est pris avec un autre télescope où on a mis devant d'autres filtres, des lunettes de soleil, on voit bien les taches solaires. Et on voit qu'il peut y en avoir des dizaines et des dizaines. Quand il y en a des dizaines, et bien en même temps, il y a beaucoup d'éruptions, il y a beaucoup d'éjections de masse de la couronne, et puis le champ magnétique, il est un capharnaüm à la surface du Soleil. On dit que le Soleil est actif. Quand il n'y a pas beaucoup de taches, ou pas du tout, il n'y a pas beaucoup d'éruptions, il n'y a pas beaucoup d'éjections de masse coronale. Le Soleil, il a en gros un champ magnétique avec un pôle nord et un pôle sud. On dit que le Soleil est calme. Il y a donc beaucoup de façons de caractériser l'activité du Soleil. Et cette activité du Soleil, elle croît pendant environ 5 ans, 5-6 ans, et puis elle arrive à un maximum, puis après elle redécroît pendant environ encore 5 à 7 ans. En tout, ça prend 10 à 13 ans. On appelle ça un cycle solaire. À la fin du mois de mai, le Soleil était relativement calme. On voit sur ces photos qui ont été prises du Soleil qu'il y avait un champ magnétique nord et sud assez intense. Il y a quand même une tache assez importante, assez brillante dans le nord, dans l'hémisphère nord du Soleil.
eh bien, cette zone très active, elle a donné pas mal d'éruptions solaires, et un certain nombre d'entre elles se sont dirigées vers la Terre et ont produit quelques belles aurores boréales. Donc, pour résumer, la vision moderne que nous avons du Soleil, c'est que le Soleil est une étoile, comme toutes les étoiles, elle produit sa propre énergie. C'est une étoile qui est très active, avec des montées et des descentes. Cette énergie se dissipe sous diverses formes, évidemment sous forme de lumière, on en a beaucoup l'habitude, c'est ce qu'on voit le plus souvent du Soleil, mais pour ce qui nous concerne, les aurores, le plus important, c'est le vent solaire. Et toute l'activité du Soleil est pilotée par son champ magnétique. Alors voilà, cette électricité, elle se dirige dans l'espace, elle envahit tout le système solaire. C'est d'ailleurs une des bonnes façons de définir le système solaire, la zone de l'espace dans laquelle il y a du vent solaire. Évidemment, la Terre, elle est baignée à l'intérieur de ce vent solaire. Et la Terre, elle a deux caractéristiques importantes. La première, c'est qu'elle a une atmosphère, et la deuxième, c'est qu'elle a un champ magnétique. Alors là, je vais faire un raccourci important. Beaucoup de gens ont entendu parler de la magnétosphère, qui est une zone à l'extérieur de la Terre où le champ magnétique de la Terre est très important. Je vais très peu en parler. Les particules du vent solaire, quand elles arrivent à proximité de la Terre, elles commencent à être sensibles au champ magnétique de la Terre. C'est normal, puisque elle-même, c'est de l'électricité en mouvement, et à l'intérieur de la Terre, il y a de l'électricité en mouvement. Partout, il y a de l'électricité en mouvement, donc ce n'est pas très étonnant que le champ magnétique et puis les électrons ou les protons qui bougent, ça rentre en interaction, c'est la même chose. D'ailleurs, au XVIIIe siècle, on parlait de magnétisme et puis d'électrostatique pour caractériser les sciences qui étudiaient les choses. Maintenant, on parle d'électromagnétisme, et puis voilà, c'est la même chose. Elles subissent, ces particules, un parcours un peu compliqué, avec des différences pour les protons, pour les électrons, mais tôt ou tard, environ 10% de ce flux du vent solaire qui arrive à proximité de la Terre peut s'approcher de la Terre. Et ces 10% se mettent à tourner autour de la Terre, en créant un gros anneau de courant électrique. On l'appelle un anneau de courant. On l'appelle aussi une ceinture de radiation. Et parfois, on lui donne le nom du savant qui l'a découverte, qui s'appelle James Van Allen, et on appelle ça la ceinture de Van Allen. On évite d'y faire voler les satellites parce que, évidemment, ils se feraient bombarder par tout un tas de particules d'origine solaire qui, quand même, pourraient attaquer les panneaux solaires, par exemple. Et puis, au cours de cette grosse rotation, dans ce gros anneau de courant, c'est comme une grosse bouée, hein, c'est même beaucoup plus large que la Terre, autour de la Terre. Au cours de ces rotations, il y a évidemment des collisions, et au gré des collisions, les particules, elles sont dirigées, happées par le champ magnétique nord et sud. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est aller vers le champ magnétique et puis boum, se déposer au nord ou au sud. Mais le champ magnétique, il est à l'intérieur de la Terre, il n'est pas à l'extérieur de la Terre. Alors en cours de route, les particules, elles vont rencontrer l'atmosphère de la planète. Alors on a ces particules qui tournent, et puis les collisions, elles viennent se déposer et rencontrent la Terre sur un anneau. Et cet anneau, on l'appelle l'ovale des aurores, l'ovale auroral. Pourquoi on l'appelle l'ovale auroral? Regardez, alors sur cette animation, on voit le Soleil avec son vent solaire permanent, et puis de temps en temps des grosses éruptions solaires, et de temps en temps, par chance, enfin par chance pour moi, hein, pas pour les industriels spatiaux par exemple, par chance pour moi, ces éruptions sont dirigées vers la Terre. Alors, sur cette animation qui a été faite par l'Agence spatiale européenne, on voit bien que les particules, une grosse partie d'entre elles, contournent la Terre à l'est et à l'ouest, et une partie rentre à l'intérieur, et puis tourne dans ce gros anneau et vont venir se déposer le long des lignes de champ magnétiques autour du pôle magnétique. Les plus lentes du vent solaire vont être arrêtées typiquement au-dessus de 200-250 km d'altitude. Et là, elles sont arrêtées par l'atmosphère, par des collisions. L'atmosphère à cette altitude-là, c'est des atomes d'oxygène. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on respire, nous on respire des molécules. Une molécule d'oxygène, c'est 2 atomes côte à côte. Au-dessus de 200 km d'altitude, il y a juste des atomes tout seuls. Celles qui vont arriver, les particules du vent solaire qui vont arriver un petit peu plus rapidement, vont descendre un peu plus bas avant d'être arrêtées. Elles vont descendre typiquement jusqu'à 110-120 km d'altitude, où elles rencontrent aussi essentiellement des atomes d'oxygène. Et puis celles qui vont vraiment très vite, elles vont pouvoir descendre jusqu'à typiquement 80 km d'altitude. Et là, elles rencontrent la même
l'air tel que celui qu'on respire, des molécules d'oxygène et des molécules d'azote. Et quand elles rencontrent ces molécules, quand elles heurtent ces molécules, les molécules, imaginez une molécule d'azote, une molécule d'oxygène côte à côte, il y a un électron qui vient, qui tape dedans, la molécule, elle peut se mettre à vibrer, elle peut se mettre à tourner sur elle-même. Et vous savez, la matière, c'est fait de noyaux dans tous les atomes, et puis il y a des électrons quelque part autour. Alors, un de ces électrons peut avoir un peu d'énergie à cause de la collision, et boum, il s'écarte. Et tôt ou tard, il revient, la rotation s'arrête, la vibration s'arrête, et l'énergie qui a été donnée par la collision est rendue sous forme de lumière. Et ça s'appelle une aurore polaire. Une aurore polaire, c'est des millions et des millions et des millions de particules du vent solaire qui arrivent, qui tapent des millions et des millions d'atomes et de molécules de l'atmosphère, qui se mettent à vibrer, à tourner, à s'exciter aussi avec des électrons qui s'écartent et qui reviennent. Et l'énergie qui a été donnée par collision est rendue sous forme de lumière. Au-dessus de 200 km d'altitude, la lumière est rouge, un rouge pourpre, cardinal, très difficile à voir, très sombre. En dessous, entre 100 et 150 km d'altitude, la lumière, celle qu'on voit le plus souvent, est verte. Elle est due aussi à l'oxygène atomique, un joli vert. Et puis, de temps en temps, quand les particules descendent plus bas, alors on voit du mauve, on voit du rose, on voit du blanc, du jaune, tout un tas de couleurs. On voit du bleu aussi, qui sont dues essentiellement à l'azote moléculaire. C'est des aurores boréales. Sur ce film, on voit la Station spatiale internationale qui traverse la Terre et on voit là-bas ce grand ruban d'aurore boréale, c'est l'ovale auroral dont je parlais tout à l'heure. Les photos suivantes que je vais vous montrer ont toutes été prises par mes étudiants quand on part dans nos expéditions en Arctique ou en Laponie. Guillaume, Cyril, mes étudiants sont toujours de très beaux photographes. Et voilà, on voit tout un tas de couleurs. Sur cette photo-là, on voit des aurores bleues au-dessus des montagnes du Spitzberg. Ici, on voit des couleurs vertes. Et vous voyez, on voit même les étoiles au travers. C'est très très peu lumineux, c'est très 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 doux, très peu intense. Et surtout, c'est très dynamique. Rappelez-vous, le soleil, ça n'arrête pas de bouger, il y a des ébullitions dans tous les sens. Donc tout ça, ça se retrouve dans le vent solaire qui n'arrête pas de bouger et les aurores se mettent à bouger aussi et à danser dans tous les sens. Les aurores sont très très dynamiques. En quelques secondes, elles peuvent traverser tout le ciel. Ici, une aurore qui a été prise par mon ancien étudiant, Guillaume Gronov, qui travaille maintenant à la NASA. Je suis très fier de cette photo parce qu'on voit une comète au travers de l'aurore. Je suis très fier, c'est pas moi qui l'ai prise, c'est lui. Et là, on voit des couches vertes vers 110 km d'altitude et rouges vers 220 km d'altitude. Cette photo-ci a été prise lors de ma dernière expé, il y a quelques semaines, en Laponie, où on a eu une nuit aurorale très très intense. Et on voit ici des couleurs blanches qui sont dues à l'azote moléculaire vers 110 km d'altitude et vertes vers 120 km d'altitude. Voilà, j'en ai terminé avec l'explication des aurores polaires. Je vous remercie beaucoup.